Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui, on est dimanche. C'est la deuxième version d'une vidéo que j'ai mis hier sur laquelle je me suis pris un déluge de foudre, de commentaires. Je me suis dit que j'allais refaire la vidéo en mieux avec plein d'explications et puis finalement la nuit est passée. Je me dis mais non, il faut que je désamorce tout de suite. Je republie la vidéo, mais je rajoute des explications supplémentaires. Elle va être plus longue, elle va faire 10 minutes, elle va en faire peut-être 30. Et puis si les gens qui ont mis des commentaires de haine, ils veulent les remettre en dessous, remettez-les, hein. Moi j'ai Moi je sais ce que j'explique là, hein, d'accord. Donc si vous voulez m'expliquer le contraire, ça me dérange pas, mais avec sympathie s'il vous plaît. Donc j'ai changé le titre, il est un peu moins putaclic, il est un peu moins agressif, et j'ai rajouté des explications pour qu'on s'entende bien. Donc voilà, donc en gros c'est pourquoi moi je ne conseille pas à mes clients de mettre ça. Et je parle de moi, mais je vous explique le fonctionnement. D'accord. Parce que moi j'ai un petit côté où j'essaie d'être honnête avec mon client. J'essaie de ne pas lui mettre de la merde. J'essaie de ne pas lui dégrader son signal parce qu'il a besoin d'un bon signal. Quand on met un onduleur, c'est qu'on veut un bon signal, hein. Sinon, mais pas. Si on fait un signal pas bon, bah, je pense que ça va à l'encontre de ce que je recherche le client. Donc voici mon explication. Améliorée, j'espère. Je suis désolé, c'est plus technique, mais on m'a demandé d'être plus technique parce que j'étais trop simple et que les gens y comprenaient pas. Alors, du coup, j'ai laissé les deux. Bonne vidéo. Prenons par exemple une installation avec 3000 watts crête de panneau solaire et un ballon d'eau chaude avec une résistance de 3000 watts. La personne se dit, pour mieux rentabiliser ma production d'énergie, je vais stocker dans mon eau chaude le surplus de production solaire. Pour cela, il a une installation qui injecte au réseau, je ne fais pas le dessin des micro-onduleurs ou des onduleurs, et il va installer par exemple ce qu'on appelle un routeur solaire ou un routeur pour ballon d'eau chaude ici, qui va permettre d'envoyer de l'énergie dans la résistance en fonction du courant qui est injecté au réseau ou du courant qui est produit avant, peu importe où sont les ampères-mètres. L'idée est de détecter la quantité d'électricité qui s'en va au réseau et de s'arranger pour faire 0 watt en envoyant une proportion d'énergie dans le ballon. Sur le papier, ça fonctionne. C'est-à-dire que lorsque vous allez produire 1000 watts avec vos panneaux solaires, bah vous vous arrangez pour consommer 1000 watts ou un petit peu moins, suivant que la maison consomme ici, dans le ballon pour justement être tout le temps sur le 0 watt au niveau d'EDF. Je rajoute une petite explication. Là, on a bien des panneaux solaires, un micro-onduleur ou un onduleur. La puissance des panneaux solaires n'a pas d'importance. La puissance du ballon d'eau chaude n'a pas d'importance. Le fonctionnement est le même. Dès qu'on a plus de production que de consommation, j'entends par là que ici, il y a une maison. Bon, le ballon fait partie de la maison, mais il faut imaginer tous les autres appareils de la maison. Et ici, il y a EDF. L'idée, c'est que comme on est sur une installation qui est sans batterie, alors il peut y avoir des batteries, hein, c'est le même fonctionnement, mais pour le raisonnement, c'est suffisant. Comme on est souvent sur des installations avec des micro-onduleurs qui sont là pour souvent effacer le talon, ce qu'on appelle le talon, ce que les gens appellent le talon, la consommation de base de la maison, et ben ils mettent quelques panneaux solaires qui branchent et ils se disent bon bah statistiquement ça va alimenter ma maison. Bon, sauf que ça alimente pas tout. Et ça alimente pas tout, notamment la nuit, mais en plus il y a de la production en trop la journée. Il y a plein de moments où personne ne consomme et où ça s'en va à EDF. Et c'est souvent des installations où on veut pas que ça aille à EDF. Donc on a plusieurs façons de faire. Soit on régule l'onduleur pour qu'il produise moins. Il met un petit ampère-mètre ici et on produit moins et on freine la production. Soit, alors c'est cumulatif, on peut faire les deux, on met le ballon d'eau chaude avec le routeur et on s'arrange pour que le surplus d'énergie qui n'est pas consommé dans la maison ne soit pas non plus injecté à EDF en l'envoyant à la place dans le ballon. Donc c'est bien ce fonctionnement-là qu'on parle. Ce genre de système, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait une tension variable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il applique une tension entre 0 et 230 volts aux bornes de la résistance pour faire varier la puissance au carré. C'est-à-dire que à 120 volts, on n'est pas à la moitié de la puissance, mais on est à un quart. Donc pour que ça fonctionne, il faut faire varier la tension. Sauf que ces systèmes-là, ce sont des gradateurs. Des gradateurs, pour faire varier la tension, ils utilisent un hacheur, c'est-à-dire qu'ils découpent le signal pour faire une tension variable. Voyons voir ce que ça donne sur un graphique. Alors d'abord, la tension variable, arbitrairement,
voici ce que ça donne. Vous avez à l'origine, admettons, 100 volts. Voilà. Mais pour faire une tension de 50 volts, eh bien, on va couper le courant un moment sur deux, un temps sur deux, une seconde sur deux. Enfin, on a une constante de temps qui peut être en microsecondes, peu importe, pour faire que la tension moyenne, ici, soit de 50 volts. D'accord? Sauf que ça marche en théorie, donc on a bien une tension moyenne, sauf que ça marche surtout en courant continu lorsqu'on a un système avec des condensateurs qui se chargent et qui se déchargent, qui permettent de lisser la tension et d'avoir quelque chose à peu près comme ça. Vous voyez. C'est un peu grossier. Sauf qu'en alternative, ça ne se passe pas comme ça. On se contente de mettre le courant ou de le couper. Donc c'est des sinusoïdes qui montent, qui descendent. Mais globalement, on pourrait faire une analogie comme quoi la tension qui est découpée est en fait la puissance qui est découpée. Parce qu'au moment où on applique la tension à 100%, et ben on a aussi le courant à 100%. Et lorsqu'on ne l'applique pas, on a le courant à 0%. Et donc la moyenne, donc ici admettons si on a 3000 watts, et ici 0 watts, et bien la moyenne c'est bien 1500. 3000 plus 0 divisé par 2. Donc c'est comme ça que fonctionnent ces appareils. Alors ils s'arrangent en général pour découper en envoyant des petits morceaux de signaux ou des signaux légèrement dégradés. C'est-à-dire sur une sinusoïde complète, comme ceci. Voilà, ça c'est une sinusoïde complète. Donc là, c'est 1/50e de seconde pour 50 Hz. Il peut découper de différentes manières. Soit il enlève carrément des ondes complètes, il envoie une de temps en temps. Mais en général, c'est pas ça qu'il fait. Il découpe, il enlève par exemple cette zone-là et cette zone-là. Vous voyez, il enlève un petit bout d'énergie ici, ou alors un peu plus. Alors s'il est à 50%, il est là. 50%, il va envoyer cette zone-là et cette zone-là. Et là, il va rien envoyer. Et là, il va rien envoyer. D'accord? Donc il va découper petit à petit le moment, il va décaler petit à petit le moment où il met le courant et où il le coupe, pour avoir une proportion de puissance. D'accord? Donc on est bien dans un cas où il y a du courant, où il n'y en a pas. Donc ça a pour effet de faire baisser la valeur efficace de la tension. Mais moi je voudrais vous attirer votre compréhension sur quelque chose qui va être très schématique, mais je pense qu'il va être représentatif. Peut-être qu'il y aura des électroniciens qui me diront le contraire, mais j'aimerais bien avoir leur avis. Prenons un graphique comme ceci. Imaginez que vous produisez 1000 watts avec vos panneaux solaires. Donc ça, c'est le solaire. D'accord? Et vous voudriez que votre résistance électrique consomme 1000 watts. Sauf que pour consommer 1000 watts avec une résistance de 3000 watts, il faudrait que la résistance soit en marche une fois sur 3. Donc nous, on va représenter ça avec des heures pour que ce soit plus pratique. Mais si la résistance est alimentée une fois sur 3 pendant une heure, c'est comme si elle était alimentée une heure sur 3. Donc pour le calcul, c'est plus simple pour nous. Donc on va faire comme ça. Donc elle va être alimentée une heure, puis être éteinte 2 heures, alimentée une heure et être éteinte 2 heures, et ainsi de suite. D'accord? Il y en a une autre ici. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que sur la puissance, on est assez rarement aligné avec la puissance solaire. Ici, on a bien la consommation, la résistance est consomme en même temps que la production solaire. Donc on a bien cette zone-là, ces zones-là qui sont consommées à partir de l'énergie solaire. Donc cette zone-là, c'est 1000 Wh. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, je crois pas. Je vais lever un petit peu. On a 1000 Wh de consommer. Si on va se focaliser uniquement sur 3 heures, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc de ici à là, je vais les réécrire en haut. On a 1000 Wh solaires qui vont dans la résistance. Ok. On a cette quantité-là qui ne peut pas venir du solaire, mais qui vient du réseau. Donc on a 2000 Wh EDF qui vont dans la résistance. D'accord? Et ici, donc je vais faire des petites vagues, on a 2000 Wh
solaire qui va dans EDF. D'accord? Donc on a bien un équilibre de puissance, mais ça ne va pas là où on pense. Là, ce qui se passe, c'est que si on fait la moyenne des puissances, eh bien, on a bien 1000 watts et 1000 watts, donc on se dit que 1000 watts moins 1000 watts égale 0. Donc au niveau du compteur d'énergie, qui lui échantillonne, les deux compteurs échantillonnent à la même vitesse, on va bien avoir 1000 watts de consommé, 1000 watts de produit, donc on aura 0. On aura un équilibre. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Je vais le mettre ici. Eh bien, ça c'est EDF. Pendant la première heure, on va avoir 2000 watts de consommé. D'accord? On va avoir 2000 watts de consommé par la résistance, puis rien du tout de consommé. Par contre, on va avoir de la production. On va avoir 1000 watts de produit pendant 2 heures. Ensuite, on va avoir 2000 watts de consommé pendant 1 heure, 1000 watts de produit pendant 2 heures. 2000 watts de consommé pendant 1 heure, 2000 watts de produit pendant 2 heures. Alors, ce ne sont pas des heures, hein, ce sont des microsecondes, mais pour notre calcul, c'est équivalent. Donc là, on voit bien qu'en bas, on a 2000 Wh, et en haut, on a bien 2000 Wh, qui se répètent à chaque fois. Donc effectivement, l'un moins l'autre, les compteurs annoncent 0. 0 Wh. Sauf que dans la réalité, vous avez bien produit 1000 Wh instantanément au réseau, d'accord, 2 fois sur 3, et vous avez bien consommé 2000 Wh sur le réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n'avez pas autoconsommé votre énergie, vous n'avez autoconsommé qu'un tiers. D'accord? Puisque vous ne produisiez qu'un tiers, eh bien vous n'avez autoconsommé qu'un tiers. Dans la réalité, c'est-à-dire que vous avez bien eu besoin d'un pic de consommation de 2000 watts, et ensuite vous avez produit 1000 watts avec un pic de production de manière très rapide. Ça participe à la création d'harmoniques et de parasites sur le réseau, ça participe à la chute de tension sur le réseau, et surtout, dans la réalité, ça n'a strictement aucun intérêt. Parce que si vous aviez tout simplement mis votre résistance de 3000 watts en marche, tout court, et produit 1000 watts, vous auriez eu exactement le même résultat. Vous auriez bien produit un tiers et consommé 2 tiers sur le réseau, mais sans saccade, sans aucune saccade, sans ce schéma-là. Voyez, vous n'auriez pas parasité le réseau, et vous auriez aussi compensé de 1 tiers. Mais sauf que ça aurait été plus réaliste, vous auriez effectivement vu sur les compteurs une différence de 200 Wh. Or, en faisant avec un routeur solaire, vous avez l'impression que vous avez consommé ce que vous avez produit, alors que c'est faux. En temps réel, vous avez injecté au réseau à un moment donné, à un moment différent de ce que vous avez consommé. Vous voyez, donc votre routeur, il ne fait que vous donner l'impression que vous êtes autonome sur le solaire, et il feinte un petit peu le compteur EDF pour les productions, les consommations, et c'est le seul intérêt qu'il a. Ce n'est que de la feinte. Il n'y a pas de réelle variation de puissance. Pour avoir une variation de puissance, comme je le dis, il aurait fallu avoir un convertisseur de tension qui abaisse la tension aux bornes de la résistance pour faire varier la puissance, justement. Dans le diagramme d'avant, je parle bien de valeur efficace, de courant efficace, et donc c'est de courant efficace multiplié par la tension efficace. Je rentre un terme technique supplémentaire parce qu'on m'a dit que j'étais pas assez technique et qu'on comprenait rien. Bon, là, je vais rentrer dans la technique et on va me dire que je suis trop technique. Mais admettons, si on fait moi j'ai fait le raisonnement avec des petites barrettes parce que j'avais déjà fait courant fois tension pour avoir la puissance. C'était beaucoup plus simple à expliquer. On a à peu près la même, on a exactement la même explication ici avec les courbes, sauf que là je suis parti avec un micro-onduleur de 1000 watts, une résistance de 2000 watts et puis du coup une consommation à 50%. Alors 1000 watts c'est la production des micro-onduleurs, c'est pas leur puissance initiale, hein, ça peut être plus que ça, ça n'a pas d'importance. Comment on peut comparer? Eh bien ici on a la production en courant du micro-onduleur qui est donc sinusoïdale. On pourrait débattre sur la qualité du signal, mais il faut partir de ce principe-là, parce que sinon après c'est trop compliqué à comprendre. On a la résistance électrique qui est déclenchée par les triacs. Donc oui, ce sont des interrupteurs, il y en a 2, il y en a un en positif, un en négatif, qui laissent passer le courant. Et oui, arrivé à 0 ici, il se coupe tout seul.
Hein, c'est le fonctionnement du triac, faut pas s'embêter non plus. Ici, pour avoir 50%, bah, il se déclenche à la moitié du temps. Hein, donc il coupe exactement au milieu de la courbe. Et il fait des pics comme ça pour réguler à 50% de la puissance. Sauf que il a un courant différent, comme on a une résistance qui est plus grande. On a ici un courant de 3 ampères. J'ai mis une échelle ici, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. 3, alors c'est pas vraiment 3 ampères, c'est 3 unités de courant. J'ai pas mis toutes les valeurs exactes. Donc on a un courant de 3 ampères qui est consommé alors qu'on n'en produit que 1,5. D'accord, donc là il va y avoir un problème ici. Là, si on superpose les deux courbes, eh ben, la courbe solaire ne pourra pas produire la courbe du ballon d'eau chaude. C'est impossible. C'est juste impossible. Il n'y a pas de magie en fait. Et puis la courbe solaire, quand elle est présente sur l'autre partie qu'elle a, en même temps, eh ben, elle ne peut pas aller dans le ballon d'eau chaude parce que l'interrupteur est pas fermé. Donc ce qui se passe, c'est que sur le réseau, on a ça. Vous voyez, c'est une super jolie courbe. Hein. C'est mignon, mais en fait, c'est pas du tout propre. C'est pas du tout ce qu'on croit. Donc on a la production solaire là-haut. On va la prendre ici, ça va être plus facile. Il y a l'axe des abscisses et des ordonnées. La production solaire ici, la première phase qui n'est pas envoyée dans la résistance, qui donc se retrouve ici à l'envers. Pourquoi à l'envers? Eh bien parce que il y a un principe, alors je vais me rapprocher un peu. La petite courbe rouge là c'est la tension du réseau. Et le courant je l'ai fait envers. Donc quand on est en phase, c'est-à-dire quand on suit la tension du réseau, on est en train de consommer de l'énergie. Ici, je vous rappelle qu'on est sur une résistance, hein, donc on ne devrait pas avoir de décalage. On a cette courbe-là qui est une consommation sur le réseau. Oui, c'est ça. Une consommation sur le réseau. Et ici, une production sur le réseau. Donc ici, on a de l'injection. Et sur l'autre, la blanche, qui peut être là aussi, on a de la consommation. Donc on a bien deux phases différentes à un moment différent. Lorsqu'on additionne ça plus ça, on a ça. Mais on voit que c'est un petit peu décalé dans le temps. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, si on retournait les triangles, on aurait une belle sinusoïde. Donc en fait, on a quelque chose d'équilibré. Ce quelque chose d'équilibré, alors il a l'air équilibré, mais il est décalé dans le temps et il crée des pics. Il fait le contraire de la sinusoïde en fait. Donc il crée beaucoup de parasites, beaucoup d'harmoniques sur le réseau et sur le réseau de la maison, bien entendu. Et c'est ça qui fait vibrer la résistance, pour ceux qui se posaient la question avec les résistances en stéatite par exemple. Ce qui se passe, c'est que là, on a atteint un certain objectif parce qu'on a fait quelque chose avec l'énergie. Là, on a atteint notre objectif de faire varier la puissance. Effectivement, à l'intérieur du ballon d'eau chaude, on a bien une résistance qui varie. L'objectif est atteint, mais la résistance électrique, elle accepte ce signal-là, elle va le bouffer, elle va faire des puissances saccadées, mais aucune importance. Elle, de son point de vue, elle va avoir une puissance moyenne puisque c'est lissé par l'inertie de l'eau chaude. Ça n'a pas d'importance de faire des pics de puissance pour la résistance. Elle est contente là. Quasiment, il y en a qui sont peut-être pas contentes, mais normalement c'est bon. C'est le réseau qui n'est pas content, puis votre maison accessoirement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le compteur d'énergie, que ce soit un Linky ou autre chose, pour qu'il puisse mesurer ce qui se passe là, il faudrait qu'il mesure plus rapidement que 10 millisecondes. 10 millisecondes, c'est quoi? Comme on est en 50 Hz, on a une période, c'est ça la période, vous savez, c'est le signal qui se répète une fois, 50 fois par seconde. 50 fois par seconde, ça fait 20 millisecondes. Mais nous, là, on voit qu'on a des motifs qui se ressemblent toutes les 10 millisecondes. Hein, d'accord, en positif, en négatif. Et bien, pour détecter qu'il s'agit d'injection et de production, alors le compteur, il fait exactement la même chose, il vérifie le décalage de phase, mais il mesure aussi la somme. Hein, il fait le calcul des courants, et comme il voit qu'il y a autant de courant en dessus qu'en dessous, il dit c'est égal à 0, donc il ne comptabilise pas les watts, quoi, peu importe si c'est en injection ou pas. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est en injection. Donc, il faudrait plus 1. Je peux calculer la puissance, hein, il faudrait plus 1. Et là, il faudrait moins 1. On va plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, ça fait bien 0. Sauf que s'il mesurait en dessous de 10 millisecondes, c'est-à-dire qu'il s'il faisait la différence entre ce côté-là et ce côté-là, par exemple en mesurant en 5 millisecondes, eh bien, il aurait toujours son 0 en puissance instantanée, puisque lui, il va faire une puissance instantanée sur plusieurs secondes. Enfin instantané sur au moins une seconde, mais dans son compteur de wattheure, il ferait plus 1 en wattheure injecté, et plus moins 1 en wattheure consommé. Vous voyez, alors c'est pas des wattheures, parce que là c'est pas des heures, mais bon, rapporté sur une heure. On m'a dit, bah oui, mais pourquoi tu travailles avec des wattheures et non pas avec des millisecondes et tout ça? Il aurait fallu que je fasse ce symbole-là 360 000 fois pour que ça fasse une heure. Et au final, on aurait eu la même chose.
Donc en tout cas, on aurait dû avoir un compteur d'énergie qui affiche bien 0 en instantané, mais qui comptabilise quand même de l'injecté, de la consommation. Et c'est pas ce que fait le compteur. Donc là, ça remplit bien son rôle aussi. Parce que le but de ce système, c'est que le compteur ne les compte pas, puisqu'on a décidé de les consommer ici. Donc le routeur remplit bien son rôle. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il ne fait pas son rôle. Du point de vue du consommateur qui paye, il remplit son rôle. On produit de l'énergie, on souhaite la consommer. Donc on se dit, voilà, c'est équilibré. Mais du point de vue du producteur d'énergie, qui n'est pas forcément EDF, qui peut être vous, hein, on va le voir après, ça ne remplit pas son rôle. Ça crée des parasites, et c'est surtout que y a un problème de puissance quelque part. Je reviens rapidement sur le fait que quand j'ai fait... on m'a dit que j'avais mesuré en heures, 1 heure sur 3, donc là en l'occurrence c'est 1 heure sur 2, on me dit que c'est pas bon. Eh ben, c'est de la multiplication en fait. Hein. Si vous faites la somme, si vous additionnez toutes les microsecondes sur une période d'1 heure, bah de toute façon vous aurez une demi-heure en positif, une demi-heure en négatif. J'ai même pas besoin de l'expliquer, ça c'est des maths élémentaires en fait. Là vous avez l'explication de près et on a la même chose. Donc voilà. Concernant l'impact que ça peut avoir. Ici on a donc notre installation avec EDF. Bon, imaginez maintenant que vous avez à cet endroit-là un onduleur hybride. Un onduleur avec batterie. Donc batterie. Et puis là je vais mettre hybride pour H. Avec le réseau ou un groupe électrogène, mais on va partir du principe que c'est le réseau. Bon, le fonctionnement est le même, hein, sauf que maintenant cet onduleur hybride, il va falloir qu'il gère aussi un signal comme ça. D'accord ? Et si on a une coupure réseau, admettons qu'on souhaite couper ici, exemple, et bien du coup c'est lui qui simule le réseau et le fonctionnement ici va être le même, mais c'est lui qui va se retrouver à faire des plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. En termes d'usure, de qualité de signal et de disponibilité de la source, ça pose un problème, parce que si là c'est un 3000 watts, que là vous avez votre chauffe-eau 3000 watts, et que là vous avez vos résistances 3000 watts, d'accord ? Admettons qu'on prenne cet exemple-là ou qu'on en prenne un autre, ça n'a pas d'importance. Bon, on voit bien que même si on n'envoie que 1500 watts dans la résistance électrique, eh bien une fois tous les 10 millisecondes, on prend 3000 watts sur l'onduleur hybride. Donc lui, il est déjà à 100% de sa charge. Mais peut-être qu'en même temps, vous consommez des trucs dans votre maison. Donc en fait, il y a un moment où l'onduleur, là, il va cramer. Il ne va pas supporter. D'une part, il va vous faire un signal merdique, parce que quand on a un signal comme ça en courant, faut pas croire que la tension elle est sinusoïdale derrière. Hein. La tension, elle est à l'image des parasites qu'on crée dans les câbles avec ça. On a une chute de tension et on a des tensions parasites qui se créent dans toutes les boucles et qui vont faire des choses comme ça. Alors c'est totalement symbolique. Hein, qui vont faire des choses comme ça. Qui vont faire des parasites comme ça. Parce que ça va faire des petits parasites, des petites tensions un peu partout sur le câble à l'image de ces pics-là. Hein, d'accord ? Donc on va avoir des taux d'harmonique qui peuvent être très 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 élevés. Hein, presque, je sais pas, dans les 50% à peu près. Bon, petit cas d'école, si vous avez un hameau, admettons vous avez un hameau, et cette installation-là, eh ben c'est la première, la basique, le maître, avec un gros parc batterie, et puis vous avez une autre maison à côté, qui a aussi son panneau solaire, mais qui elle a un radiateur électrique pour le surplus, et puis elle a aussi son panneau solaire, mais là elle a un four pour le surplus. On m'a dit oui, mais Guillaume, tu prends pas en compte le fait que il y a des consommateurs en industrie qui ont aussi des fours qui fonctionnent comme ça. Oui, mais eux, ils ont des fours, ils n'ont pas de panneau solaire. Ils ne gèrent pas le four en fonction du panneau solaire, ils gèrent le four en fonction d'un besoin. Donc c'est un consommateur. Et accessoirement, quand ils ont ça, EDF, il leur impose des batteries de condensateur, ils surdimensionnent la source, ils le gèrent, vous inquiétez pas, ils le gèrent. Mais on parle de votre maison, de votre quartier là. Si dans votre rue, vous avez tous ça, ou alors si dans votre hameau, vous êtes autonome à 3 maisons et que vous avez tous votre petit système avec votre routeur, et qu'imaginons, le hasard ferait bien les choses, on a 3000 watts partout, mais que là on en aurait 9000 parce que sinon ça ne marcherait pas. Voilà. Et bien, peu importe la puissance choisie sur le routeur monopoliserait bien 100% de la puissance de la résistance de manière fractionnelle et synchronisée, puisqu'ils sont tous synchronisés avec la sinusoïde de la tension. Les triacs, ils se mettent à 0 à chaque point 0. Donc ils repassent, ils sont synchronisés. Donc ces signaux-là, ils vont se cumuler. D'un point de vue puissance moyenne,
on va peut-être avoir des toutes petites puissances, mais d'un point de vue de puissance pic, on va avoir 9000 watts là, 9000 watts à chaque fois. C'est pas 9000 watts, c'est des courants, mais on s'est compris. Donc du coup, dans cette situation-là, en voulant bien faire, en se disant, bah voilà, on absorbe proportionnellement au panneau solaire notre énergie, mais en fait, on fait plus 9000, moins 9000, plus 9000, moins 9000, bah, alors je sais pas, on pourrait calculer la durée de vie de l'onduleur, on pourrait vérifier qu'est-ce qu'on a comme qualité de signal, on pourrait faire tout un tas de choses, on pourrait redimensionner la section des câbles, on pourrait faire plein de choses. Donc c'est dans ce sens que moi je considère que le routeur solaire n'a pas sa place en autonomie, et d'un point de vue honnêteté, ne devrait pas avoir sa place au niveau EDF. Vous savez pas si un jour à la place d'EDF vous mettrez un onduleur hybride. Ça pour moi c'est pas honnête. Vous avez le droit d'être malhonnête. J'aime pas ça mais vous avez le droit. Donc, moi j'ai le droit d'être honnête. Donc vous m'insultez pas parce que je voudrais être honnête. Ça c'est de la daube ça. Moi j'en veux pas. Je ne veux pas offrir ça à mes clients non plus. Donc si vous voulez fabriquer votre routeur solaire et que vous voulez me prouver qu'un montage de triac, alors je ne l'ai peut-être pas dit avant, mais un montage de triac c'est quelque chose comme ça, je suis pas certain du symbole, je le fais en instantané. C'est un interrupteur avec une sorte de diode commandée, c'est l'équivalent d'un MOSFET, mais sauf que c'est un triac. Il est commandé dans un sens mais pas dans l'autre en fait. On commande à l'ouverture mais pas à la fermeture. Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Et ça, c'est notre triac, ça. C'est ce qui permet de faire passer le courant dans la résistance en fonction de l'alternance positive et négative, et c'est commandé par un microcontrôleur, quelque chose. Vous avez beau avoir un truc super sophistiqué ici avec des cadences de fou, vous avez quand même un triac, ça change rien au fonctionnement. Donc vous avez beau avoir une alimentation stabilisée de dingue pour améliorer le rendement du triac, parce que ça chauffe. Ça, c'est un interrupteur qui chauffe, donc vous pouvez chauffer énormément. Quand ça chauffe, c'est un indice, c'est que le rendement est merdique. Bon, c'est ça que vous allez améliorer avec les cartes de super bonne qualité. Vous allez améliorer le rendement de l'interrupteur qui va chauffer de moins en moins. Mais vous n'avez pas amélioré le fonctionnement. Vous aurez toujours ça. Ça, c'est dans la résistance. Mais ici, là-dedans, alors ça, c'est pour les curieux, parce qu'on me dit que je ne suis pas assez technique. Ça, c'est une échelle tension, on va dire tension et courant. C'est la même, on va pas mettre d'unité. On va dire que c'est 100 ici. Et ça, c'est le temps. Bon, un interrupteur, quand il est fermé, le courant passe, il y a beaucoup de courant, mais aux bornes de l'interrupteur, il y a normalement 0 volt. Donc on imagine, je vais faire ça en vert, il y a un moment dans le temps où on a 0 volt dans l'interrupteur. Et puis quand il s'ouvre, bah, il n'y a plus de courant qui passe, et puis le potentiel, donc on a toujours par exemple un plus ici, et puis le moins il arrive par la résistance électrique, ça passe à travers la résistance électrique, et il arrive là. Donc on a une tension ici aux bornes de l'interrupteur, quand on ouvre l'interrupteur. Donc on a une tension, admettons, de 100. D'accord? Donc ça, c'est un interrupteur parfait, il aurait une ligne ici. Mais l'interrupteur imparfait, comme celui-ci par exemple, ben, il va avoir une espèce de courbe. Puis non seulement il va avoir une courbe, il va avoir des oscillations, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Il va faire une espèce de courbe, une espèce de pente. Hein, il va y aller progressif. Puis je vous disais à l'instant que lorsque l'interrupteur il est fermé, il y a plein de courant. Donc le courant il est à fond. On s'en fout de sa valeur, je le mets à 100 aussi. Et lorsque l'interrupteur il est ouvert, il n'y a pas de courant. Le courant il est à 0. On va me dire que j'ai jamais appris l'électronique, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en expliquer des trucs. Et ben en même temps que la tension monte, c'est le moment où on coupe le courant, et ben le courant baisse. C'est pas parfait. D'accord? Et ben vous avez une zone ici. Ça c'est de la chaleur, c'est de la perte, c'est U fois I, c'est de la puissance. Alors je vais mettre des petits U avec des petits T pour ceux qui me disent que je fais pas les choses bien, pour avoir des petits T partout, c'est pour dire que c'est de l'instantané. Mais bon, si vous faites une intégrale dans le temps de 0 à chaque période, là en 20 millisecondes, vous aurez une puissance en watts par seconde, des joules par seconde, des watts, toutes les unités sont en seconde. Toutes les unités de puissance sont en seconde, mais c'est sous-entendu. Donc cette zone-là, elle chauffe. Donc quand vous avez une alimentation de qualité qui gère ça, ben en fait ce qui se passe, c'est qu'il s'arrange pour décaler dans le temps, par des subterfuges dont je ne vais pas expliquer. C'est ce qu'on appelle la classe E par exemple, ou la classe D. La classe, c'est avoir la classe si vous voulez. Plus vous allez par là, plus vous allez décaler votre courbe dans le temps au niveau de la tension. C'est-à-dire que vous avez anticipé la chute du courant d'abord, par des
subterfuge électronique, pour s'arranger pour que le courant soit le plus bas possible au moment où on augmente la tension, pour avoir une toute petite perte ici, et donc un tout petit radiateur. Donc les appareils qui ont des radiateurs géants, ici, bah imaginez bien que vous n'êtes pas du tout dans le cas de l'économe, hein, vous faites bien de la perte ici. Mais après de la perte pour un appareil qui chauffe, c'est pas très grave, parce que ça c'est pas très grand par rapport à ça. C'est juste que ça fait chauffer l'appareil, le rendement est merdique, c'est tout quoi. Donc quand vous améliorez la qualité, bah, vous passez sur une classe E par exemple, et vous essayez de viser le 0 watt perdu, mais ça reste un interrupteur, ça reste le même fonctionnement. D'accord ? Il n'y a aucun intérêt de se dire ah bah non mais moi j'ai une alimentation qui est super sophistiquée, et puis moi je cadence à 25 000 Hz. Non, tu cadences pas à 21 000 Hz. Tu es obligé de cadencer à 50 Hz, t'as pas le choix. Tu peux faire plusieurs saccades si tu veux, tiens, tu peux me faire plusieurs petites boucles là. Tu peux faire du MLI, du PWM, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire plein de choses comme ça. Mais ça sera quand même des à-coups. Et ça sera ça si on fait au lieu de faire un décalage, ça c'est ce qu'on appelle un décalage de phase. C'est-à-dire qu'on se décale dans le temps. Mais si on veut pas se décaler dans le temps et qu'on veut faire des pics pour ressembler à une sinusoïde en disant oui mais moi j'ai fait une sinusoïde, un peu comme le font certains onduleurs quasi-sinus, bah en fait vous aurez la même chose que ça, mais encore plus court dans le temps. Vous voyez, vous aurez plein de petits pics qui montent, qui descendent. Et puis plus vous allez échantillonner, plus le compteur il aura du mal à voir la différence. Donc en fait, on est bien d'accord que depuis le début, on parle de feinter le compteur. On parle de feinter le compteur. Ok ? Donc me dites pas ce que j'ai pas dit. Hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez du routeur. Moi, je ne veux pas l'installer. Je ne veux pas me donner ça à mes clients. Je veux pas qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a un appareil qui a cramé ou qu'il y a un moteur qui a cramé, parce que qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait un signal qui est donc perturbé. Ça fait que par exemple tous les moteurs, les compresseurs, les frigos, eh ben, ils vont mal tourner. Ils vont quand même tourner à 50 Hz, ça va pas se poser problème, mais ils vont avoir une petite puissance dégradée. Mais surtout ils vont chauffer, parce que les bobinages qui sont dedans, ils sont pas faits pour les hautes fréquences. Ils sont pas faits pour les hautes fréquences parce que les appareils qui ont des grosses puissances, comme les compresseurs, par exemple les pompes à chaleur, exemple, les bobinages qu'il y a dedans qui sont faits par exemple pour 20-30 ampères, ben, c'est des grosses sections. Sauf que quand on a des parasites en haute fréquence, eh ben on a l'effet de peau. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, l'effet de peau. L'effet de peau, c'est le fait que le courant électrique, ça c'est l'intérieur du câble, c'est l'âme du câble. Plus la fréquence est élevée, plus le courant va circuler sur la périphérie du câble. Donc les parasites, ils circulent en périphérie du câble. S'il n'y a qu'un petit peu de parasites, c'est pas grave. Mais si on a des taux d'harmonique très élevés, en fait on fait chauffer ce câble-là. Et on crée encore plus de parasites, parce que du coup on a une résistance qui crée une tension. Enfin, voilà, bon, je peux être super technique, ça pose pas de problème, mais alors vous allez rien comprendre au bout d'un moment. J'ai essayé de rajouter de l'explication et d'intercaler tout ça dans la vidéo précédente. Parce que je supprime pas ma vidéo précédente, je la reformule. Et j'ai fait mes propres courbes. Et j'ai pas besoin d'aller chercher un oscilloscope, il y a des abonnés qui le feront, je publierai peut-être une vidéo si on m'envoie des preuves de vos propres routeurs, mais je sais que ça fonctionne comme ça. J'ai travaillé en labo, les gars. J'ai réparé des postes à souder, les postes à souder, ils font aussi ce genre de choses, en fait, ils font des décalages, tout ce qui est TIG, MIG électronique. Et j'ai travaillé dans les services de métrologie où je réparais les oscilloscopes. Je les connais, les signaux. J'ai fabriqué des alimentations à découpage en classe E. Me faites pas dire que j'ai pas fait de l'électronique. J'ai pas forcément la mémoire de tous les petits calculs. Faudrait que je me replonge dedans avec les radians par seconde et tout. Mais ça change rien au principe, c'est ça. On est d'accord ? Merci d'avoir suivi jusque là. Je sais qu'on peut aller encore plus loin. Je peux vous donner des exemples. Ah bah oui, je vais en faire, tiens. C'est pas la fin. J'ai une suite. Il y a une suite à la vidéo. Là, vous avez vu le timecode ? Il y a une suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution ? Alors il y en a plusieurs, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes. On peut pas toutes les mettre en œuvre forcément. On a une solution, c'est que on peut avoir un transformateur comme ça, qui va faire passer un signal sinusoïdal de forte amplitude à un autre signal sinusoïdal mais de faible amplitude. Le transformateur il transforme la tension en alternatif. Et pour le faire varier, on utilise, alors c'est plus le bon symbole du coup, mais en gros on a un signal variable. Alors je pourrais faire je sais plus si c'est comme ça le symbole, une flèche comme ça pour dire que c'est variable. Mais sinon on peut faire ça avec un autotransfo. Je crois que l'autotransfo c'est ça et ça. C'est-à-dire qu'il est rond, parce qu'en fait c'est comme un potentiomètre ou un rhéostat, mais en alternatif si vous voulez.
Donc on fait varier la tension et on a une variation de puissance. Sauf que pour automatiser ça, ça c'est quelque chose d'électrotechnique, d'un peu lourd. Pour l'automatiser, il faut le motoriser. Bon, c'est une bonne solution pour la puissance, donc on l'utilise en industrie aussi. Hein. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir de l'électronique. Mais c'est pas facile à commander de manière rapide, puis c'est un peu lourd, puis ça fait du bruit, puis ça fait aussi une perte de chaleur, ainsi de suite. Donc en général, on l'utilise pas. Une autre solution qui est plus complexe consisterait à redresser le courant. On met un pont de diode ici. D'accord. Et puis on met des condensateurs dedans. Faut que je fasse le symbole. Ouais, je m'en fous du symbole. On obtiendra quelque chose qui ressemble à du courant continu. Si on redresse bien, on l'aura bien. Et puis après, on fabrique un convertisseur DC-DC. Je vais écrire DC-DC. Ce sera, c'est-à-dire rehausseur abaisseur de tension. Et donc on va adapter la tension. Alors comment on peut faire je crois que c'est comme ça. Ouais, DC-DC. Puis peut-être avec une flèche pour dire que c'est variable. Donc on va adapter la tension. Une tension bien redressée. Ici. Et là du coup on peut avoir un système MLI ou un système de découpage, c'est pas grave parce qu'on a mis un pont de diode ici avec des filtres. Il faut encore le symbole des filtres pour éviter les parasites. Donc ça existe. C'est hyper cher. Mais vous pouvez le faire. Mais moi j'ai pas d'exemple. Je vous le conseille pas de mettre des milliers d'euros là-dedans pour un ballon à 100 balles. L'autre solution c'est d'avoir plusieurs résistances. J'en ai déjà parlé. Comment on fait? Eh ben on n'a pas besoin d'électronique. On met un relais ampère métrique ici, admettons. Et si on veut 1000 watts, eh ben on le règle sur 4 ampères. Ici on a les panneaux, je rappelle. Entre les deux on n'a rien. La maison elle est connectée après. Le réseau il est connecté après. Donc ce qu'on mesure ici c'est forcément la production solaire. Donc ce relais il va aller commander la résistance électrique ici. D'accord? Mais la résistance électrique elle est alimentée à droite de l'ampère-mètre, pas à gauche, sinon ça marche pas. On en met un deuxième en 8 ampères par exemple. D'accord? Et puis on alimente la deuxième résistance. Qui fait 1000 watts aussi. Donc elle fait 4 ampères en fait. Donc les 4 premiers ampères ça va dans la première résistance. Et si on arrive jusqu'à 8 ampères, c'est qu'on a nos 2000 watts. On peut mettre une tempo si on veut, on alimente la deuxième résistance. Et ainsi de suite. Donc là on a un chauffe-eau variable, automatique, ça va tout seul. D'accord? On peut faire la même chose sur des radiateurs, on peut faire la même chose sur des compresseurs, on peut. Ok. Et l'autre solution, bah ça c'est ma solution à moi. Je la ferai dans une autre vidéo mais je vous la donne aussi. Bah, c'est que j'ai mes panneaux solaires, j'ai mon onduleur, j'ai EDF si vous voulez, je l'ai fait avec EDF mais je l'ai fait en autonomie. Et puis moi je me mets entre les deux. Des fois c'est un PPT ici, hein, avec des batteries. Je me mets entre les deux. Avec un contacteur et condensateur. Et puis hop, je vais directement sur ma résistance. Et vous allez me dire, ah bah oui mais Guillaume, ton rendement il est merdique. Non, mon rendement il est pas merdique. Parce que à la place de gérer la puissance et de gérer la cadence et tout, je fais du tout ou rien. C'est-à-dire que je ferme ou j'ouvre. Mais c'est de la demi-heure, hein. C'est des périodes, c'est fonction du soleil. Et moi je ne l'enclenche pas tant qu'il n'y a pas de soleil si vous voulez. Il faut qu'il y ait du soleil. Il faut qu'il y ait assez de puissance, donc je peux très bien mettre un petit relais ici si je suis sur le réseau. Si j'ai des batteries, bah je décide en fonction de l'état des batteries et de l'état du soleil. C'est pas très dur, hein. Les batteries elles sont hautes en tension quand on produit, donc il y a du soleil. Et le pourcentage est élevé, donc on peut envoyer dans la résistance. Et puis si c'est la nuit parce qu'on a utilisé le réseau, bah c'est pas grave, il n'y a pas d'énergie dans les panneaux, donc il se passe rien. Donc c'est du low cost, mais ça marche super bien. Puis on va me dire, ouais, mais Guillaume, ton panneau solaire il va mal marcher. Non, il va pas mal marcher. Parce que d'une part, je le fais à des moments où j'ai plus besoin de l'énergie, et je suis censé, justement, je suis dans une situation où je produis plus parce que soit je consomme pas assez dans la baraque, soit mes batteries sont pleines. Donc de toute façon, il faut faire quelque chose d'énergie. Et je suis en journée, il y a du soleil, donc je suis pas avec des tensions très faibles, je suis avec des tensions, je m'arrange pour que ce soit des tensions équivalentes. Par exemple, là, si j'ai 100 volts, bah, j'ai une résistance en 96 volts. C'est 2 fois 48 volts. Sinon, je mets en 220 et 220. Et je m'arrange pour que la résistance électrique soit, par exemple, si j'ai 1000 watts là, bah, j'ai 2000 watts là. J'ai une différence. Vous allez me dire, même tu gaspilles des panneaux solaires. Non, je suis en train d'utiliser le surplus. Ici, j'ai un onduleur de 1000 watts. Et lui, onduleur, il va prendre que ce qui manque. Enfin, ce que laissent les panneaux. Enfin, en tout cas, s'il veut produire. Mais sauf que souvent, c'est une situation où il n'y a plus rien à alimenter. Donc, c'est très simple. J'ai donc une tension variable, une puissance variable. Dès que la chute de tension s'opère au niveau des panneaux solaires parce qu'il manque de soleil, et ben, comme la puissance, elle se réduit au carré, elle se réduit par 4, admettons, elle se réduit au carré, bah du coup ça s'autorégule, parce que dès qu'il n'y a plus assez de tension pour alimenter la résistance, la puissance chute tellement que le panneau solaire remonte en tension. D'accord? Donc certes on n'utilise pas 100% de l'énergie du panneau, mais là on est exactement comme là, on n'utilise pas 100% de l'énergie du panneau, mais sauf qu'on fait aucun parasite là.
On rajoute des diodes, on rajoute des trucs pour éviter qu'il y ait des... J'ai déjà fait je l'ai fait dans la vidéo sur le surplus d'énergie, hein, ça, cette explication. Moi, c'est ce que je fais couramment sur mes chantiers. Je m'arrange pour être plutôt en dessous des 101 volts pour pas que ça soit dangereux, parce que sinon, il faut mettre un contrôleur d'isolement, c'est l'équivalent d'un différentiel pour le courant continu, et ça coûte cher. Donc, ça, c'est une autre solution que j'utilise très très souvent, et ça coûte pas cher. Ça coûte un petit peu en main-d'œuvre ou autre, mais ça coûte pas cher et ça marche super bien. Et les résistances, elles vibrent pas, il n'y a pas de parasites, le signal est parfait. C'est une alternative. Il y a peut-être 30 € de matériel. Là, suivant la complexité du relais qu'on a pris, s'il faut un ventilateur ou pas, s'il faut... Il peut y avoir 150 € de matériel si vous voulez, mais c'est de la puissance qui passe. C'est pas des... Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Vous n'avez pas besoin de calculer la production qui va dans le ballon. Vous avez juste besoin de détecter le moment où vous êtes en surplus d'énergie. Et la puissance va se faire toute seule, en fait. Ça va être proportionnel. Bon, là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'ai pas voulu aller beaucoup plus loin dans l'explication parce que, quand même, je voulais désamorcer le truc. C'est fait, c'est expliqué. Je supprimerai pas la vidéo. J'ai mis aucune photo de quelqu'un d'autre, aucune preuve de quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Bon dimanche.